Pesme 1. Vekovna znamenja ukrasu našeg stroja, trobojka napred vijori, zastava moja i tvoja. Pogledom piloti grle naselja polja rodna, u luci mornare zove beskrajna pučina modra. Ljubav se ljubavlju vraća, ljubav se ljubavlju vraća. Volimo te, otadžbino naša. Bonjour, ici Belgrade, radio Snaga Naroda, émission de géopolitique d'Yves Bataille, Paris, Belgrade, Moscou. Bonjour à tous. J'ai demandé à ce qu'on passe la chanson que vous avez entendue au départ, qui était une chanson qu'on entendait en permanence pendant les bombardements, à l'époque des bombardements, entre le 24 mars et le 11 juin. Des bombardements qui ont duré presque 3 mois, des bombardements de l'OTAN. Et je tenais à ce que l'on passe cette chanson parce que ici en Serbie, les Serbes sont particulièrement attentifs à tout ce qui se passe en ex-Ukraine. Je dis ex-Ukraine volontairement, comme on dit ex-Yougoslavie. Et évidemment en Crimée, dans le Donbass et dans d'autres coins d'Ukraine, d'ex-Ukraine. Aujourd'hui, on va juste évoquer au passage, parce qu'il ne se passe pas grand-chose politiquement en Serbie à l'heure actuelle. Il ne se passe pas grand-chose, mais on a eu des nouvelles de l'enquête sur les trafics d'organes. Trafic d'organes et sur les crimes de guerre au Kosovo, crimes de guerre faits par la partie albanaise, protégée par l'Occident, aidée militairement par les États-Unis et les pays de l'OTAN. Et comme par hasard, on a confié à un juge américain, au procureur Williamson, le soin d'enquêter sur ces trafics d'organes, enfin d'enquêter, de conduire les investigations, l'enquête sur ces trafics d'organes. Et le procureur Williamson, après le dossier qui avait été établi sur les trafics d'organes, a dit oui, il y a eu des crimes imputables à un certain nombre de gens qu'ils ne nomment pas parce qu'ils ne veulent pas donner les noms des coupables, et ils veulent protéger, les Américains et leurs complices veulent protéger les gens qu'ils ont mis au pouvoir au Kosovo, dans la province volée du Kosovo, volée aux Serbes. Et donc les gens comme Hashim Thaçi et Haradinaj sont épargnés. On doit mettre l'accent sur un fait que l'on connaît bien, c'est qu'il y a 2 poids 2 mesures, et que la partie serbe, les Serbes qui ont été arrêtés et emprisonnés, et dont certains sont morts à La Haye,
ces Serbes ont été très rapidement, non pas jugés, parce que les jugements durent, il n'y a qu'à voir le cas Chechel, ça fait 11 ans qu'on lui fait subir un procès et qu'il n'y a pas de jugement. Et donc il y a un hiatus, un fossé total entre le traitement réservé aux Albanais, qui était soutenu par les Américains et les Occidentaux, et les Serbes. C'est évident, et une fois de plus, parce que je vois des gens dire « Ah, mais le procureur Williamson », on voit ça dans les gazettes occidentales, le procureur Williamson a dit qu'il y avait eu des crimes de guerre imputables à la partie albanaise. Eh bien, seulement une dizaine de personnes sont accusées, et ils ne veulent pas en donner les noms. Et ils épargnent, évidemment, je le répète, les responsables de l'action anti-serbe au Kosovo, les responsables de nombreux crimes. Je voulais juste évoquer cela. Nous allons maintenant... Alors, j'ai avec moi une Belgradoise qui s'appelle Vesna Pesic, qui est éditrice. Qui est vraie, Vesna Pesic. Et c'est, oui, alors je ne voulais pas justement le dire, mais il y a une autre Vesna Pesic. Et comment on doit lui dire ça très souvent, et c'est une personne qui est le mouvement là, de contestation qui était mis en avant par les Occidentaux et principalement les Américains. Vesna Pesic, qui était la chef de l'Alliance civique, un mouvement politique totalement financé par Soros et compagnie. Alors, ce n'est pas celle-là qui est ici dans le studio, c'est Vesna Pesic, la directrice des éditions Pesic et Sinovi, c'est-à-dire Pesic et fils. Ouais. Et dont la spécialité est l'histoire ancienne, l'archéologie. Et quand je dis l'histoire ancienne, c'est l'histoire très ancienne. Oui. C'est quelle époque? Presque oubliée, l'histoire, oui. Préhistoire, ça veut dire. La préhistoire. Oui. Histoire oubliée, mal interprétée, mal connue. Alors, ce que nous faisons, c'est une sorte de reconstruction de la passé. Voilà. Oui. Et il y a aussi une partie qui concerne l'écriture. Ah, bien sûr. Bien sûr. Une écriture qui est née ici, au bord de Danube. Qui est née ici, mais qui a des points communs. Un point commun avec le sanskrit, si je ne m'abuse. Oui, oui. Qui est une écriture très ancienne. Ce sont les signes de Vinča, l'écriture de Vinča, qui est née dans la période néolithique, dans le site archéologique qui s'appelle Vinča. Situé ici 14 km de Belgrade. Oui, oui. Et c'était une civilisation pendant le néolithique qui a fait son influence dans toutes les autres parts de l'Europe. Et pendant la civilisation de Vinča, on a trouvé des signes de Vinča que plusieurs des linguistes aujourd'hui pensent qu'il était la première écriture humaine. Voilà, ce sont les choses très intéressantes. Et je m'occupe de ça aussi. Oui, et il y a quel rapport y a-t-il entre donc cette écriture et le serbe moderne? Les signes sont presque similes. Oui. Identiques. Presque identiques. Et, on dit que dans les mots serbes, la langue serbe est la langue qui a le plus de mots hérités de sanskrit. Du sanskrit. Oui. Ça veut dire que la langue serbe est très ancienne langue parce qu'il a
de plus 6000 dans le sanskrit, qui est aujourd'hui connu comme le plus ancien Oui. langue dont on a dérivé les autres langues indo-européennes. Je m'excuse pour mon français Non, très bien. qui est terrible. Non, terrible. non. Voilà. Alors là, Je là- parle mieux en serbe. Oui, bien sûr. Mais non, parce que mardi dernier, il y avait ici un américano-mexicain, Ah oui. Joaquín Flores, Ouais. qui s'est installé à Belgrade et qui défend les Serbes, qui est un militant eurasiste. Ouais. Et donc, comme il ne parle pas le français, c'est moi qui Qui était était interprète. obligé de lui parler en anglais. Ah bon? Et je lui ai parlé en anglais, en mauvais anglais. Alors quelqu'un a fait remarquer, Ouais. sur Facebook, Ah bon? non même pas sur Facebook, dans les critiques de Yahoo, ouvertes, que je parlais un anglais déplorable. Je le reconnais, je le revendique presque. Mais enfin, il m'a répondu, donc c'est qu'il il comprenait ce que je disais. Sinon, s'il n'avait rien compris, il serait resté muet. Bon, voilà. Mais c'était juste une exception, parce que c'est une émission qui dure pas longtemps d'ailleurs en français, et je tiens à ce qu'on parle français. Voilà. Bon, alors on va passer. Voilà, en Serbie, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pas grand-chose. Pas En grand-chose. Serbie? Oui. Tu penses dans la colonie qui est devenue Oui, Serbie? dans la colonie états-unienne, Oui. de la colonie états-unienne, de la colonie états-unienne, de l'Europe et de l'Union européenne, et même bien que la Serbie ne soit pas dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe? Je peux te dire que dans la colonie de Serbie maintenant, qu'il y a encore Serbiland. oui, Serbiland, qu'il y a encore des peuples qui pensent avec sa tête, qui n'a pas perdu la mémoire, qui s'occupe de vraies choses, je veux dire. Et je peux te dire que je suis arrivée de Paris et j'ai parlé là-bas avec monsieur Jacques Hogar, qui était le colonel pendant le bombardement. Oui. Qui a fait un livre d'ailleurs. Autant, oui, Oui. il a fait un livre fascinant, il s'appelle L'Europe est morte à Pristina. Oui. Pristina, J'ai fait- capitale de la province serbe du Kosovo occupée. Oui. Ça, C'est un ancien militaire c'est un ancien militaire. français. Oui. Oui, il fait partie de ces militaires français et de ces officiers. Il était capitaine, non? Il était le colonel. Colonel. De ces officiers français qui ont en quelque sorte sauvé l'honneur de la France Ouais. en témoignant, et pas simplement en écrivant des livres, mais en aidant sur le terrain comme ils pouvaient, et en prenant parfois des risques, comme Ah oui. comme le commandant Bunel, que je connais, et que je salue au passage, s'il Et écoute. j'ai apporté aussi la dernière interview avec Général Gallois. Comment Il faut- ça, la dernière interview? Un de dernière Mais l'interview va qui? Donner à qui? qui a fait Monsieur Bogdan Manojlović à Paris. Oui. Et on fait la traduction maintenant et on va poser Et sur que Internet. disait-il dans cette interview? Je n'ai pas encore vu. Ah bon. Bon. J'ai seulement apporté de Paris ça, Ouais. oui, avec beaucoup de joyeux, n'est-ce pas? Parce que je Oui, sais beaucoup de choses. le général Gallois avait compris, non seulement compris la situation dans les Balkans et en Europe centrale et orientale, la situation en Europe, mais il avait très bien perçu le jeu de l'Allemagne, une Allemagne qui collait à l'OTAN et qui se servait de sa présence dans l'OTAN et de son zèle, qui faisait du zèle dans le cadre de l'OTAN, ce qui satisfaisait les Américains, mais qui jouait son propre jeu. Ouais. Comme je dis, quand on parle de cette question, comme je dis à mes interlocuteurs, les Américains ont installé des bases et les Allemands ont raflé les marchés.
Les Allemands ont raflé les marchés, dominent dans la région le commerce et l'industrie. Bien sûr. Répandent leurs machines qui ont une bonne réputation. Mais les Français, eh bien, ils ont diffusé du vent. Le vent des droits de l'homme. Ouais. Voilà ce qu'ils ont diffusé. Parce que je suis venue de Paris, je ne sais pas si tu sais que Louis Dalmas est mort avant hier. Ah non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui. Ah oui, voilà. C'était un homme formidable. Oui, Louis Dalmas, c'était qui était un grand le directeur de Balkan Info. Balkan oui. Info, oui. Oui. Ah non, je ne savais pas du tout. Paix à son âme. Ouais. Voilà. Difficile de voir une transition avec cette triste nouvelle. Bon, venons-en. Donc, on sait que les Américains font pression sur le gouvernement serbe dans l'affaire de Južni tok, dans l'affaire de South Stream, du gazoduc. Ils font pression aussi sur le gouvernement bulgare. Et ils font pression aussi sur le gouvernement serbe pour les sanctions contre la Russie, alors que les relations commerciales, économiques, financières entre la Serbie et la Russie se sont accrues, ont augmenté ces dernières années. Et comme ils font pression sur l'Arménie. L'Arménie et la Serbie et l'Arménie n'appartiennent pas. Et Bruxelles aussi fait pression. Et ces deux pays différents n'appartiennent pas à l'Union européenne. Mais ça fait rien, ils font pression. Mais il faut savoir que le gouvernement de la Serbie, ce n'est pas la Serbie. Ah ben merci de me l'apprendre. c'est très important. Je ne savais pas. Il faut dire ça. Je ne savais pas. Évidemment que le pouvoir est installé ici, mais ça ne les empêche pas de faire pression. Ah oui. Ils font pression même sur leurs doigts de pied. Et puis au cas où le chien ne serait pas suffisamment docile, on tire sur la laisse. Voilà. Donc, la grande affaire, c'est toujours le Donbass, avec les tueries de la clique de Kiev placée au pouvoir par un putsch après la révolution orange, par un putsch, et puis par une élection qui a élu le chocolatier Poroshenko, mais qu'il a élu sans doute de manière frauduleuse, parce qu'il y avait 19 candidats, on ne votait pas dans le Donbass bien sûr, il y avait 19 candidats et il est passé au premier tour avec 54% des voix. Donc ça me paraît bizarre, il fallait vraiment un type, il fallait légaliser le coup d'État et puis installer un individu dans la poche, et ce fut le chocolatier Poroshenko, un oligarque qui n'a pas que du chocolat comme propriété. Enfin, à signaler qu'une grande partie de ses affaires se faisait en Russie, alors je ne sais pas si ça va continuer, j'espère que non. Et donc Kiev envoie des chars, des camions, du matériel lourd pour essayer pour terroriser et pour massacrer, pour anéantir le peuple du Donbass, des deux oblasts de Lugansk et Donetsk. La résistance russe du Donbass se débrouille bien. Elle a des pertes bien sûr, mais elle en occasionne de lourdes à l'agresseur. De nombreux soldats de l'entité de Kiev se sont rendus pour se sauver, ont passé la frontière russe et se sont rendus en Russie. On parle de plusieurs centaines de soldats, et il y a des preuves de cela, parce qu'on voit des photos, on voit des vidéos. Le gouvernement de Kiev, si ces gens veulent revenir sur le territoire de l'ex-Ukraine, le gouvernement de Kiev les arrête et il dresse une condamnation à 10 ans de prison. Voilà, c'est pour ça que
de plus en plus, ils n'ont pas envie, ceux qui n'ont pas d'attache dans l'ex-Ukraine n'ont pas envie de revenir. Hors du Donbass, le mouvement de contestation de la conscription, parce que comme ils ont besoin de chair à canon, les oligarques ont décidé de faire une conscription forcée des hommes entre 16 et 60 ans. Et il y a une résistance à cela qui se développe, une résistance qui se développe dans plusieurs régions d'Ukraine, en particulier en Ruthénie, mais pas simplement en Ruthénie, en Bukovine, et puis dans la région de Kiev, Kharkov. Et ce sont les femmes qui sont à la tête de cette résistance parce qu'elles ne veulent pas envoyer à la mort leurs fils et leur mari. Et leur mari. Et donc, c'est une question de temps. Il faut que la résistance du Donbass arrive à tenir le coup. Elle a besoin d'aide. La Russie, enfin des Russes font beaucoup pour soutenir le Donbass et la nouvelle Russie, Novorossia. Il y a eu le 2 août à Moscou une grande manifestation de soutien au Donbass avec les eurasistes d'Alexandre Douguin, qui a rassemblé plusieurs milliers de partisans. Et Alexandre Douguin a demandé au Kremlin d'envoyer des troupes. Il a demandé d'envoyer des troupes en Nouvelle-Russie, dans le Donbass et en Nouvelle-Russie. Alors, évidemment, ce genre de demande peut être critiqué par certains qui pensent qu'il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire, il faut attendre. Il faut attendre que ce soit l'hiver. Il faut attendre que tout le monde soit massacré. Voilà. Et alors à ce moment-là, à ce moment-là, ils diront il n'y a plus personne à défendre, donc on ne fait rien. Il se trouve que, je le répète, il y a en Russie des saboteurs, il y a une 5e colonne, il y a des oligarques. Ouais. Et il y a un parti américano-occidental, et ces gens ne veulent pas que la Russie intervienne, parce que ces gens ne veulent pas que le Donbass soit un modèle social et politique pour la Russie. Ils ont peur pour eux, pour leurs intérêts. Et donc ils se sont solidarisés avec les oligarques ukrainiens qui tuent le peuple, qui exterminent la population, et pour défendre leurs intérêts. Parce que les oligarques ukrainiens ont conduit cette guerre d'abord pour eux-mêmes. Le Donbass, c'est 50% de l'activité économique de l'Ukraine. Et les oligarques avaient, j'emploie l'imparfait, avaient des intérêts dans la région, bien entendu. C'est une région minière, c'est une région industrielle. Et derrière les oligarques, il y a les Américains, comme toujours, les Américains qui veulent faire main basse sur les richesses de l'Ukraine, mais pas uniquement, parce que les compagnies pétrolières avaient déjà fait des accords pour avoir des concessions en mer Noire, et puis aussi des concessions sur le schiste, gaz de schiste, dans 2 régions d'Ukraine, et notamment dans la région entre Kharkov et Donetsk. Mais les Américains veulent ôter l'Ukraine du ventre de l'Eurasie, de la Russie et de l'Eurasie. Ils veulent faire ce que Brzezinski avait dit, que sans l'Ukraine, la Russie n'était plus un empire. Voilà, il a dit cela. Quelques autres aussi l'ont dit. Donc la guerre en Ukraine est une guerre contre la Russie, en fait. C'est pas une guerre des Russes contre l'Ukraine, comme le dit mensongèrement la presse américano-occidentale. Alors le New York Times aujourd'hui parle d'une possible intervention russe camouflée en action humanitaire. Bon. Alors ça, c'est aussi un thème récurrent de certains en Occident. Et puis, évidemment, ils trouvent ça mal. L'action humanitaire, c'est réservé aux Occidentaux. Ils font la guerre, quand ils font la guerre, ils disent que c'est une action humanitaire. Et c'est donc... C'est le même scénario comme il était à Kosovo.
n'est-ce pas? Oui, oui, Ça- mais au Kosovo, ce sont les les médecins. Américano-occidentaux ont prétendu qu'il y avait un risque de désastre humanitaire, de catastrophe Ouais. humanitaire, et donc il Voilà. fallait absolument intervenir. Et le dénommé, il était chef du Conseil de sécurité aux États-Unis, le dénommé, il s'appelait Cohen, je crois, et avait dit oh mais nous savons il va y avoir 500 000 morts. Bon. Tout ça, il y a une orchestration qui est faite à ce moment-là, et puis ça justifie une intervention, une expédition militaire. En revanche, les Russes qui sont sur place n'auraient pas le droit d'intervenir, et personne n'a demandé pourquoi. Ben, la réponse, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures, et qu'il y a il y a un jeu de cartes faussé, et on ne joue pas aux cartes avec des tricheurs. Voilà. Et donc, moi, je le dis, je le redis, l'officialité russe a tort de jouer le jeu avec les Occidentaux, de jouer un jeu correct. Ils saboteront toujours et ils truqueront les parties. Bon. Alors, un exemple de poids de mesure, c'est que l'armée ukrainienne utilise contre les populations du Donbass du phosphore blanc, et que c'est interdit par les conventions internationales. Et la résistance du Donbass, d'ailleurs, a détruit une usine qui stockait du phosphore blanc. Et on a les preuves, mais c'est pas parce qu'on a les preuves de ces exactions, de ces crimes, que ça change quelque chose. Il suffit que, comme dans l'histoire de l'avion, tout de suite ils ont accusé l'avion de Malaysian Airlines, la partie américano-occidentale tout de suite a accusé la Russie et Poutine. Et toute la presse anglo-saxonne s'est couverte d'immondices, a couvert d'immondices la Russie et Poutine immédiatement. C'est comme après le 11 septembre. Le 11 septembre, dès le lendemain, on savait que c'était Ben Laden qui avait fait le coup. Bon. Ben Laden, qui était d'ailleurs un homme des Américains, qui leur a été très utile en Afghanistan et ailleurs. Et j'en viens à cette histoire de guerre. Il y a visiblement, les sanctions visent à affaiblir la Russie, on l'a dit, on le sait. Les sanctions, du point de vue des Américains, visent très certainement à affaiblir l'Europe, qui est en affaire avec la Russie, l'industrie européenne, le commerce. Et il y a des pressions pour empêcher, par exemple en France, la livraison de deux navires de guerre, de deux frégates de soutien Mistral aux Russes, alors que le contrat a été fait en bonne et due forme, et que l'un des deux bateaux doit être livré au mois d'octobre. Alors il y a des pressions des États-Unis d'abord, et aussi des pressions d'autres pays, pression de l'Allemagne. Il y a en ce moment, en dehors du Donbass et autour de la Russie, d'autres foyers de tension qui sont réactivés. Alors, le premier, c'est le foyer de tension du Haut-Karabakh, dans le Caucase Sud, qui est une ancienne enclave dans l'Azerbaïdjan, une enclave arménienne qui, lors de la fin de l'Union soviétique, s'est affranchie de l'Azerbaïdjan, avec l'aide d'ailleurs des Arméniens d'Arménie et de la diaspora, et qui, à la suite d'une guerre qui a duré plusieurs années, avec un armistice en 1994, c'était entre 1992 et 1994. C'était un peu occulté, un conflit un peu occulté par le début de la guerre yougoslave. De même que le conflit de la Transnistrie, du Pridnestrovie, à l'est de l'Ukraine, entre l'Ukraine et
et la Moldavie. Et donc, ce ne sont plus des violations de cessez-le-feu qu'il y a en ce moment, depuis quelques semaines, entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Et ce sont de véritables combats. Des milliers de violations de la trêve, en quelques jours. Donc, l'Arménie est plutôt dans le camp de la Russie. L'Arménie doit faire partie de l'Union eurasiste ou eurasienne, avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie. Donc l'Arménie soutient le Haut-Karabakh. Et de l'autre côté, il y a l'Azerbaïdjan qui est un pays pétrolier et qui est soutenu par les États-Unis et par Israël. Donc le Haut-Karabakh est une région intéressante parce qu'elle jouxte l'Iran. L'Iran qui entretient de bonnes relations avec l'Arménie. L'Arménie entretenant elle-même de bonnes relations avec la Russie. Donc on voit très bien de quoi il s'agit. Créer des foyers de tension, créer de véritables guerres, faire ressurgir des guerres dans ce qu'on a appelé ces conflits gelés. Conflits gelés, ce sont les conflits, ça concerne le Haut-Karabakh, ça concerne la Transnistrie, Pridnestrovier, ça concernait, et ça concerne toujours sans doute, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et puis conflit gelé, j'ajoute, ça concerne aussi dans les Balkans le Kosovo, ça concerne la Bosnie, et ça concerne la Republika Srpska Krajina. Conflit gelé, c'est-à-dire des conflits comme le volcan éteint. Ça peut répéter d'un jour à l'autre. Je vois que notre ami Sacha est là, donc on va essayer de le joindre pour qu'il s'exprime. Voilà. Sacha, tu nous entends? Oui, Sacha, tu nous entends? Tu peux parler. Sacha va nous parler, je le sens. Ah, qu'est-ce qu'il est long. Oui, Sacha, tu es là? Ah, bonjour. Bonjour, Sacha. Bonjour, bonjour. Bonjour, Raif. Oui, je écoute l'analyse. Je suis d'accord. En général, nous pouvons parler de trois process parallèles qui vont en parallèle avec deux conséquences similaires. Ukraine, Iran et Israël. Oui. Nous devons commencer par le crise en Ukraine. Quel est le but des forces occidentales? Nous, non seulement la reconquête de villes de l'Est, non, il s'agit en fait de la greffe centre Moscou, car de coup après la chute de Donetsk et Luhansk, les différentes forces à l'intérieur de la Russie verront leur chance pour le changement. Nous ne devons pas oublier que l'objectif principal de Tbilissi, de Géorgie, restait non seulement, restait non seulement la reconquête de l'Abkhazie et Ossétie, mais l'offensive contre la présence russe dans le Caucase du Nord. Oui. Enfin, le Caucase est le lien naturel entre l'Ukraine et la Géorgie. Et définitivement, transformation de Russie d'empire à l'État-nation, comme il était prédit par Zbigniew Brzezinski. Puisque le but des États-Unis est la transformation de Russie d'État-nation, comme une normale État en Europe, par exemple Hongrie, Pologne. Je suis d'accord avec ton analyse, entièrement d'accord. Oui. Mais quand on parle d'État-nation pour la Russie, l'État-nation, c'est pas l'Empire.
Par exemple, la France est un État-nation à l'heure actuelle, mais il s'agit de morceler la Fédération de Russie. Il s'agit de la couper en plusieurs morceaux. Oui, le première dimension de la destruction et transformation de Russie en une État national. Le deuxième sera naturellement la destruction de Russie, puisque l'alliance entre Kiev et Tbilissi et peut-être l'État séparatiste en Caucase sera le commencement de la fin de Russie, de l'élimination de Russie comme l'État. Il y a, pour résumer, il y a une volonté de refaire la chute de l'Union soviétique. Maintenant, ça serait la volonté de faire la chute de la Fédération de Russie. Oui. En utilisant d'ailleurs les antagonismes ethniques qu'on peut faire naître. Oui, puisque c'est la même structure fédérale. C'est la même structure soviétique, russe. Si il y avait succès avec la destruction de structures soviétiques, pourquoi non? Alors à ce moment-là, on peut dire que la guerre d'Ukraine est une mèche allumée pour faire éclater la Fédération de Russie. On peut dire ça. Oui. Et le problème, c'est que à Moscou, c'est à Moscou que ça se passe. Et à Moscou, il faudrait qu'il fasse une seconde révolution. Une seconde révolution, ça veut dire une révolution pour éliminer les oligarques, pour éliminer la 5e colonne et la 6e colonne, et pour éliminer le parti américano-occidental, pour nettoyer, pour faire le ménage et arriver à une fédération de Russie indépendante. Mais justement, je crois que les sanctions qui sont menées, qui sont faites contre la Russie, peuvent produire l'effet inverse. C'est-à-dire que Rogozine a déclaré que la Russie devrait développer une autarcie, en quelque sorte. L'autarcie. Oui. Un développement indépendant, qu'elle devrait ne compter que sur elle-même, et qu'elle devrait limiter ses importations de machines, d'outils, de machines et de produits étrangers. Et donc ça peut favoriser cette direction, ça peut favoriser cette tendance. Et Rogozine pourrait devenir quelqu'un d'intéressant. Il est déjà intéressant, il pourrait devenir quelqu'un d'important dans les temps qui viennent. Je t'ai coupé, vas-y, continue. Oui, c'est très bien, puisque Rogozine est parmi les intellectuels, l'homme de politique qui sont avec les visions d'une nouvelle Russie indépendante, oui. Russie qui va contre le modèle Eltsine. Je voudrais ajouter quelque chose que il était un intéressant article du New York Times jeudi. Je l'ai lu avant de venir ici. Oui. Il prétend qu'il y a possibilité que forces armées de Fédération russe d'entrer en Ukraine comme les forces de maintien de paix. Je ne sais pas si tu as entendu, mais j'évoquais l'action humanitaire, enfin le fait que l'Occident se présente comme comme des ambulanciers en quelque sorte.
Oui, et ici, ce qui est très intéressant, c'est il y a une expérience similaire avec la Géorgie et l'Ossétie de conflit parmi Géorgie et Abkhazie. Dans les deux cas, les Russes ont participé aussi comme le gradient de la paix. Après l'agression géorgienne 2008, ils ont changé leur position. Personnellement, je crois que les Russes devraient agir comme arbitre en Ukraine de mon type, comme ils ont joué ce rôle dans le Caucase avant 2008. Bien sûr, mais l'Occident mal intentionné et de mauvaise foi a déjà présenté la Russie comme l'agresseur de l'Ukraine. Alors, c'est difficile pour les Russes d'expliquer qu'ils sont une force humanitaire. Je crois qu'il y a des gens en Russie qui balayent tout ça et qui disent on entre en Ukraine et puis merde, comme on dit en français. Action humanitaire ou pas action humanitaire. Je le répète, l'action humanitaire c'est réservé aux Occidentaux. Les autres n'ont pas le droit. Quand Hollande envoie 4000 soldats au Mali, il le fait parce que la communauté française de Bamako est menacée par les islamistes. Au passage, les islamistes qui avaient été alimentés en armes par Bernard-Henri Lévy et par Sarkozy. Mais il le fait sous ce prétexte. Et personne n'a rien dit. Enfin, il y a eu quelques critiques marginales, mais personne n'a rien dit, parce que la France est dans le camp américano-occidental, elle est entrée dans l'OTAN. Donc, en plus, au Mali, il y avait quand même un autre facteur, c'est que c'était une ancienne colonie française, et il y avait des rapports, il y a des rapports spéciaux entre la France et ces anciennes colonies d'Afrique, et ça, il y en a beaucoup qui l'ont pas compris non plus. Il y a un lobby malien à Paris. Et donc la projection s'est faite. La France a envoyé 4000 hommes des forces, et parmi eux des gens des forces spéciales, et a utilisé les navires Mistral pour cette expédition via le Sénégal. Et les Russes n'auraient pas le droit au Donbass, parce que le Donbass c'est divisé entre la Russie et l'Ukraine. Les Russes n'auraient pas le droit d'envoyer une force de paix. Ah ben non, donc il faudrait que la Russie refuse de jouer aux cartes avec des tricheurs. Sacha, vas-y, continue. Oui, je suis d'accord, mais nous ne devons pas oublier qu'à côté ukrainophone et russophone, il y a d'autres entités en Ukraine. Les plus importantes entre eux sont les Cosaques. Ce n'était pas hasard que Poutine a utilisé les unités cosaques à Sochi, par exemple. Oui. C'était un mouvement pour réussir, pour séduire les Cosaques, dans le sens qui est pro-russe, pro-Moscou, pour Moscou. Oui. C'est dans le même temps, les gens ont été choqués par l'attitude, la liste de Zaporozhye vers Kiev, puisque pourquoi le célèbre descendant de Taras Bulba ne soutient pas Luhansk et Donetsk? Puisque il existe de nombreuses théories du rôle de l'oligarque, de l'inertie du peuple. Personnellement, je crois que ce n'est que la façade du problème. La vraie racine doit être recherchée dans l'identité du Cosaque. Il est bien connu qu'il y a beaucoup de débats parmi les Cosaques sur l'identité de loyauté envers Russie ou Ukraine. Ici, je ne voudrais pas aller dans les racines de l'identitarisme cosaque, mais simplement d'offrir la possibilité d'un conflit parmi Ukraine et le Cosaque. Et tu parlais du descendant de Taras Bulba. Taras Bulba de Zaporozhye. Oui. Et Zaporozhye maintenant est neutral pour Kiev. C'est le problème. Tu veux parler des Cosaques de Zaporozhye, c'est ça? Oui, Cosaques ukrainiennes, pas Cosaques russes. Justement, quelle est la position, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, quelle est la position des Cosaques ukrainiens?
Maintenant, ils sont neutraux. Ah, Mais avec grand potentiel. Pourquoi? Puisque l'idée de la grande Ukraine de protection contre les Bélarusses policiers, la question des policiers, et les régions cosaques de Russie. C'est une menace directe à la survie de formes particulières de nature de ces peuples. Que sera la vie de ces entités slaves spécifiques sous la domination des nationalistes de l'Ukraine occidentale? Seront-ils capables de comprendre les spécifiques de ces peuples, de ces entités, ou ils insisteront sur l'unification artificielle et l'élimination de les différentes entités, comme le leader de Svoboda, comme était le nom de leader de Svoboda, Oleg Tobianuk, je pense, il déjà favorisait le processus d'élimination de les autres minorités en Ukraine, le processus de unification artificielle. Oui, contre comment vois-tu le colonel Igor Strelkov? Est-ce que par rapport aux Cosaques, quel est son comment dirais-je, son identité à lui? Je ne sais pas si il est cosaque, mais je sais que la majorité des cosaques ukrainiennes est dans la situation quand ils devraient faire choisir pour Moscou ou pour Kiev contre Moscou. Je crois que les Russes puis les Russes initiaient la renaissance de l'Hetmanat de Cosaques, une forme d'autonomie de Cosaques, puisque je crois que cela peut être le début de la construction de la route vers Kiev, puisque sans Kharkov, Zaporozhye et Odessa, les deux républiques ne seront que des enclaves isolées. C'est ça. Mais ensemble, ils seront une état imposant dans le cœur de l'Europe. Comment Les Cosaques sont le cœur de la question de problèmes et de solutions. Comment interprètes-tu le rôle des Polonais en Ukraine? Le rôle des Polonais. Le rôle des Polonais. Je ne crois pas que Polonais ou les autres pays qui sont occidentaux maintenant, qu'ils peuvent jouer un rôle indépendant, puisqu'ils sont partie du système. Oui, ils sont mis en avant et utilisés par le système américaniste et occidental, atlantiste. Ils sont utilisés comme sont utilisés d'ailleurs ceux des pays baltes. Ils sont utilisés comme force d'appoint de l'impérialisme américain, comme en ce moment, comme ils tentent d'utiliser les Moldaves. Maintenant, il y a plus d'autonomie en Kiev, en Zaporozhye, en Luhansk, en Donetsk. Il y a plus d'autonomie. Ils sont différents, ils sont dans un conflit, mais ils sont autonomes. Il y a plus d'autonomie parce que de toute façon, il n'y a pas d'autorité centrale. Le gouvernement de Kiev est une fiction. Pologne et Hongrie de ces gouvernements nationalistes, ils sont sur l'autorité centrale de Washington et je ne crois pas qu'il y a quelque chose, quelque forme d'autonomie. Par exemple, il y a beaucoup d'options, de théories pourquoi Hongrie joue ce rôle semi-indépendant. Je crois personnellement que Hongrie devrait avoir
ce rôle, puisque c'est l'intérêt de Washington et des États-Unis. Alors là, je comprends pas du tout. C'est l'intérêt de Washington de pousser Orban. Oui. Quel intérêt? Puisque quelle est l'idéologie de Viktor Orban? C'est un national-libéral. Oui, une forme modérée de tyrannisme. Alors c'est ça, oui, ils sont très bien avec les Turcs. Idéologie de pan-tyrannisme, anti-slave, anti-russe. Oui, mais dans l'affaire ukrainienne, ils sont du côté des Russes parce qu'ils pensent pouvoir récupérer un bout d'Ukraine. Tout simplement, en Ruthénie. Et le problème, c'est comme je le dis, en Ruthénie, il y a des Ruthènes, il y a aussi des Hongrois, mais il y a aussi des Slovaques. Ils ne sont pas nombreux, mais enfin, la Ruthénie a fait partie de la Tchécoslovaquie jusqu'en 1939, date à laquelle la Grande Hongrie a enchloussé la Ruthénie, et après, en 1945, c'est l'Union soviétique qui a récupéré ça. Voilà. Et c'est le même avec Pologne, puisque l'idéologie de prométhéisme, anti-soviétique et anti-russe, c'est le même comme pan-tyrannisme, puisque Pologne et Hongrie sont dans le service de l'Occident, de les États-Unis, contre Moscou. Je crois que seulement avec la création de l'alliance entre Moscou et les Cosaques, et peut-être Polessie avec Belarus, Sacha, on peut ajouter que si Orban joue ce jeu en direction de Moscou, de Poutine, c'est aussi par rapport à la concurrence avec le Jobbik. Parce qu'il y a une surenchère. Viktor Orban est en concurrence avec le parti nationaliste Jobbik. Oui, Jobbik. Et Jobbik sont prône ouvertement le pan-tyrannisme. Nationaliste pan-tyran. Oui, bien sûr. C'est bien. Alors, nous avons ici. Comment on va faire? Parce qu'on n'a que deux casques. Nous avons ici. Est-ce que tu peux présenter Oui, je peux présenter. Tu attends un petit moment, Sacha. Il y a quelqu'un qui est dans le studio et on va en parler. Je veux dire seulement une chose. Oui. Je me souviens que tu avais dit qu'il faut une deuxième révolution en Russie. Seconde révolution, oui. Et ça, il est nécessaire en Serbie aussi. Parce que moi, je pense en Serbie. Voilà. Paris, Belgrade, Moscou. Seconde révolution. Voilà, ça je voudrais ajouter. Enfin, seconde révolution à Belgrade, il n'y a jamais eu de révolution en Serbie. Alors ça fait un peu bizarre, mais enfin on dira seconde révolution. Bon, donc nous avons ici Vesna est venu avec un auteur de maison édition Pešić et Sinovi. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Dušan Vasiljević. Il a publié les deuxièmes derniers livres chez nous, qui s'occupe de l'art médiéval. Et peut-être il peut nous dire aussi son opinion sur la guerre d'Ukraine. Je n'engage pas ça, vas-y. Bon, moi, j'ai tâché de faire l'attention. Allez-y. Pa mi Srbi smo očigledno... Non, mais d'accord, mais là... Moi, j'ai fait la traduction. Non, alors tu fais la traduction instantanée. Oui. Instantanée. Mi Srbi smo... Posebno osjetljivi na ovo što se sad događa. Nous, Serbes, nous sommes spécialement sensitifs dans les sujets qui se passent maintenant à l'Ukraine. Ali ne zato što bi neko pomislio zbog neke naše posebne ljubavi prema Rusima. Pas seulement que nous sommes, pas seulement de la raison que l'amour de la Russe. Već zato što se maltene ista stvar događala nama pre 20 godina. Mais parce que la même chose c'était ici avant en Serbie. Voilà. Kao da neko u Washingtonu ima formular. La même chose que quelqu'un en Washington a une formulaire, n'est-ce pas, on peut dire comme ça. U kojem je napisano, na primjer, ime zemlje, juče je to bila Srbija, danas je to Rusija. Où il écrit... Ils ont un kit. Yes, voilà. It's a kit. Bon. Ime predsjednika, koji sad više nije predsjednik, nego je diktator, pa juče je bio Milošević, danas je to Putin. Où il écrit que... Diabolisation.
Voilà. Satanisation. Satanisation. Mais avant, il était Milošević, maintenant c'est Poutine. Oui. Onda ćemo organizovati jedno krvoproliće, juče su to bile Markale ili Račak. On va organiser une massacre. Hier, il était en Serbie, il était Markale Račak. Danas je to obaranje aviona Maintenant, malezijskog. c'est l'avion de Malaisie. Ouais. Danas ne znamo ko je oborio, mislim ako su ga oborili ovi proruske snage, oni su ga slučajno oborili, a ako su ga oborili Ukrajinci, oni su ga namjerno oborili. À faire remarquer une chose, c'est que là aussi, ça ne joue que dans une direction, parce que le massacre d'Odessa, qui a été fait par les criminels de Pravi Sector et cautionné par le ministre de l'Intérieur Avakov de Kiev, là, ce massacre, les Occidentaux ne sont pas intervenus, n'ont fait aucune critique. Même ce chose. massacre a été... On a tourné la page, tout simplement. Zanimljivo je čak da su i lica potpuno prilično slična, jer vi ste imali ovde desni sektor koji je zaista profašistički i ljude koji su... Il est intéressant que les visages sont très similes, n'est-ce pas? Oui. Vous avez ici en Serbie les visages qui étaient? Imate Izetbegovića koji je bio u Hitlerjugenu, Par exemple, islamskom Hitlerjugenu Izetbegović, za vreme drugog svjetskog qui rata. Frère musulman, Izetbegović, frère musulman, mais ancien, effectivement. Jer kao što je Hitler regrutovao unijatske snage u Ukrajini, tako je regrutovao i muslimane i stvarao Skandžar diviziju, odnosno Skenderbeg diviziju od ovih Albanaca. Mais idem pour les nationalistes croates. La même chose, voilà. Ouais. Ili da, i kao što je sa Hrvatima. Upravo to je rekao. Il a dit. I sad jedino što ne zna kako će da organizuje recimo onu Papađaniju sa 160.000 silovanih muslimanki u Bosni, od kojih je silova 20.000 srpskih vojnika. Znači svaki u proseku silova 8. Ja ne znam kako će sad to organizovati u Ukrajini, koliko će Rusa da siluje koliko Ukrajini. On sait seulement comment va faire la réalisation. Quand on a vécu et observé ce qui s'est passé en Yougoslavie, on a le savoir-faire, on a le mode opératoire. Ça a été la même chose aussi avec des variantes pour la Libye et pour l'Irak et pour la Syrie. Pa kad bi sutra izbio rat u Belgiji između Flamanaca i Valonaca, recimo ako bi se oni odrušili da Flamanci budu negativni. Si peut-être demain sera une guerre à Belgique contre les Flamands et les Valois. Si le centre mondialiste le décide, il y aura une guerre demain. Ako to bude centar mondialistički bude odlučio, tako će biti, ali samo se čekaju čije će ime staviti u formular. Parce que on a remarqué que les gens dans ces régions de guerre ont fait des déclarations. Ils ont dit mais c'est pas possible, on pensait pas que ça arriverait ici. Hier on jouait aux cartes, on buvait le café ensemble. Je pense aux Bosniaques musulmans, aux Serbes de Bosnie, mais aussi les gens dans le Donbass, les gens aussi au Liban quand il y a eu la guerre aussi. Les gens disent mais c'est pas vrai. Non, si le centre mondialiste le décide, demain il y aura une guerre dans les endroits les plus calmes de la planète. Voilà. Bien sûr, comme ça. Bon. Voilà. Il y a les ingrédients, il suffit de faire ressurgir les anciens antécédents historiques. Il suffit de faire quelques provocations, quelques massacres réels. Mais est-ce que vous savez que c'est indiqué dans un livre qui a été fait en 1993 par deux Américains, les Toffler, Heidi et Alvin Toffler. Ils ont consacré un chapitre de leur livre qui s'intitule La guerre au XXIe siècle. Si l'on veut déclencher un conflit, il faut pouvoir dénoncer un massacre. Et si le massacre, en principe, quand il y a des conflits ou un commencement de conflit, il peut y avoir un massacre. Mais si le massacre n'existe pas, il faut le provoquer. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Ne znam da li je zanimljivo vašim slušalcima, čak jedna istorijska paralela, čovjek koji je... Il y a une parallèle historique.
čovjek koji je autor ukrajinskog jezika je Jernej Kopitar. Oui. Personne qui est l'auteur de langue ukrain, c'est Jernej Kopitar. Isti čovjek koji je redigovao našeg Vuka Karadžića i stvaranje, Le même personne qui a fait rédaction de Oui, oui. Vuk Karadžić Le i stvaranje novog srpskog jezika. et le nouvelle langue serbe. Et donc, Inače, njegova funkcija je bila tadašnja Austrija, to još nije Austro-Ugarska, on je bio glavni cenzor austrijske carine. To otprilike bio kao glavni obaveštajac. et pourquoi parle-t-il de lui A što pričaš o njemu? Zašto ga... Zato što je, posle 100 i kusor godina se sve svelo na isto. Après 100 années, Oui. tout est devenu à la même chose, comme C'est-à-dire avant 100 années. Jer to znači da mi imamo... On revient 100 ans en arrière, c'est ça? Ah oui, oui. To znači da imamo šta? Imamo projekat stvaranja ukrajinske nacije koji traje Nous avons un projet de faire une nation, oui. Kao što imamo ovde pokrete stvaranja raznih nacija od cepanja Srba. Comme ici, que nous avons les projets de faire l'autre nation Yougoslavie. de Serbes. Oui. Jer, Mais qui soutenait ce projet? Qui Ko je soutenait? taj- tada je bio to projekat Austrije, to je stavio Voilà. posle Austro-Ugarska, Nemačka, danas NATO, Amerika. Ja. Oui, oui, oui. Hier était Autriche, aujourd'hui c'est l'Amérique. Oui, aujourd'hui les États-Unis et leurs gens à Bruxelles sont dans la peau ou dans le rôle de l'Autriche-Hongrie. Oui. Mislim, ja ne verujem u teorije zavere da su sad celi, naravno nije Kopitar seo sa Hitlerom i sa Clintonom i pravio, ali mi imate kontinuitet interesa i kontinuitet politike. Ça veut dire que nous avons une continuité d'intérêt et de la politique. Mais il y a une continuité. Qu'est-ce qui s'est passé dans les Balkans? Les Américains et leurs alliés ont mis les pieds dans ceux des Austro-Hongrois et des Allemands. Et dans leur volonté de conquête de l'Est, de Drang nach Osten, ils ont suivi la trace des Autrichiens et des Allemands. Avec le fait que les Allemands maintenant sont des caniches des Américains, et tout en défendant leurs intérêts financiers et économiques, mais politiquement ils n'ont pas la liberté d'action, donc ils se servent, les Américains et les Allemands se servent mutuellement, ils se servent les uns des autres, bien entendu. Mais ça c'est intéressant et c'est surtout ici qu'on comprend ces constantes historiques, parce que dans les pays occidentaux, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont qu'une vision tout à fait sommaire entre les défenseurs des droits de l'homme et puis les méchants là qui ont des kalachnikovs, voilà. Parce que la lobotomie dure... Lobotomie, Voilà. amnésie et crétinisation des masses par les masses médias, entre autres, avec des histrions comme Bernard-Henri Lévy et quelques autres qui donnent le ton, bien sûr. Nous sommes ici sur Radio Snaga Naroda, l'émission Paris-Belgrade-Moscou d'Yves Bataille, c'est moi. Et cette émission a lieu tous les mardis. En ce moment, c'est à 3h de l'après-midi, à 15h, mais normalement, c'est à 18h. Je signale que c'est la dernière émission jusqu'au mois de septembre. Les émissions reprendront à ce moment-là. J'espère que ces émissions seront suivies. Il faut un minimum de publicité, une publicité qui n'est pas faite. Qui va la faire ici, la publicité, pour une émission en français? Et dans l'ère francophone, il reviendrait à nos amis d'en parler un peu plus. Voilà le message que je voulais faire passer.
1 heure d'autre part, c'est un peu court. Donc, j'essaierai d'avoir un temps supplémentaire à la rentrée. J'avais avec moi dans le studio Vesna Pesic, La vraie. qui parle un excellent français. Merci, merci. C'est pas la vraie. C'est pas la Et vérité. Dusan Vassilievitch aussi, Dusan Vassilievitch, qui ne parle pas français. qui ne parle pas français, mais qui Pas, l'apprend. pas encore, mais qui va l'apprendre. Mais qui le comprend. Et nous avions aussi, tout à l'heure, nous avions Sacha Papovic qui ne veut pas dire qu'il est macédonien, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que la Macédoine c'est très bien. Simplement, c'est vrai que c'est l'une des entités héritées de l'ex-Yougoslavie et que n'a pas un grand pouvoir. En plus, elle est sujet à des divisions entre Albanais et Macédoniens, slaves, orthodoxes. Mais je serais à la place de Sacha, je dirais je suis macédonien. Et Sacha est un peu yougo-nostalgique. Ah oui. On comprend dans les entités périphériques de l'ex-Yougoslavie, il y a de la yougo-nostalgie. Il y en a beaucoup. Oui. J'ai remarqué aussi. Vraiment, c'est pas simplement du folklore, c'est une sorte de. En plus, bon, son père est monténégrin, sa mère macédonienne, donc il est yougoslave, il est serbo-slave. Comment on peut inventer Serboslave, c'est bien. toutes sortes d'appellations. Et puis il ne faut pas oublier que la Macédoine a été pendant longtemps était serbe. C'était la vieille Serbie. C'était la vieille Serbie. En 1914, la Macédoine c'était la Serbie. C'était la même chose. Donc voilà l'histoire dans la région. Moi j'ai rencontré des gens qui ont changé, des familles qui ont changé 4 ou 5 fois de nationalité. Au hasard des guerres, des transformations les plus diverses. Donc nous saluons Sacha Papovic. Vesna, tu le salues aussi. Absolument. Ciao Sacha. Ciao Sacha. Et on reste en relation. On salue tous les amis qui nous écoutent. J'espère qu'ils ont été nombreux. On salue les amis de Serbie qui comprennent le français. On salue les amis français qui comprennent peut-être le français. On salue les amis belges, wallons et francophones de Belgique, les Romans, les Jurassiens, les Suisses francophones. On salue les Italiens qui sont presque tous francophones. Et les amis de Barcelone aussi, et on salue les Québécois, on n'oublie pas les Québécois et les Acadiens, et s'ils nous écoutent, nos amis de Louisiane, et on salue tous ceux qui en Russie peuvent nous écouter, on les salue et on leur dit à bientôt. À bientôt. Pesme. Voilà. Beograd se i otvara ga Karađorđe i u njega da dođe i otvara ga
Sibira do Prizrena.